Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée en direct de Mediapart pendant laquelle notre rédaction est ouverte aux caméras et notre offre spéciale d'abonnement de 25 € pour 4 mois d'enquête, de reportage et de débat. Premier live de l'année 2016, première fois aussi depuis 4 ans qu'existe cette soirée que vous ne retrouverez pas Frédéric Bonneau, qui a été appelé à de hautes fonctions à la Cinémathèque française, incompatible avec l'animation de ce genre de rendez-vous. Et surtout, premier anniversaire depuis les attaques de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. En effet, nous avons décidé de consacrer notre premier live de l'année à la France face au terrorisme, un an après. Ce sera construit autour de plusieurs discussions qui nous emmèneront jusqu'à pas loin de 23 heures. Mais pour commencer, on avait envie, évidemment, après cette année meurtrière, de tenter de cerner les failles de l'antiterrorisme qui ont mené à la fois aux attentats de janvier et au 13 novembre dernier. Pour cela, deux journalistes de Mediapart, Fabrice Arfi, qu'on ne présente plus, bonsoir. Bonsoir. Et Mathieu Suc, qu'on présente, un Bonsoir. nouveau visage venu pour Mediapart. Ceci dit, les lecteurs attentifs vous connaissent déjà, puisque vous aviez signé, vous tous les deux, avec d'autres journalistes de Mediapart, un long papier fin novembre qui s'intitulait « Antiterrorisme, histoire d'une faillite ». Alors, quels sont les éléments de cette faillite et est-ce que forcément, à partir du moment où il y a eu des attentats aussi meurtriers à Paris, on a envie de forcément dénoncer la faillite de l'antiterrorisme? En même temps, le discours que tiennent les officiels, c'est de dire, bien sûr, il y a eu ces catastrophes, mais il y a eu aussi tous ces attentats évités, non visibles. Donc voilà, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, en fait, on a décidé à plusieurs mains de faire cet article qui n'est pas un article de théorie, qu'on a essayé de documenter par le plus d'exemples possible, comme des révélateurs de défaillance, de moquement, de ce que nous avons appelé une faillite. Le journal Le Monde, par exemple, a parlé d'une lutte antiterroriste en France en état de mort clinique. Le point de départ de cela, en fait, c'était une déclaration du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui avait dit au lendemain des attentats du 13 novembre qu'il n'y avait pas eu de faille, et voire même qu'il ne supporterait pas qu'on puisse mettre en doute la compétence des services de renseignement, qui est une posture extrêmement compliqué, je trouve, à tenir au regard de ce qui s'est passé et en janvier 2015 avec les attaques contre Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher et aussi la policière de Montrouge, puis celle d'un commando quand même de 15-20 personnes qui vient tuer en plein Paris 130 autres personnes, de ne pas pouvoir interroger ce qu'est la lutte antiterroriste en France. Et donc, en essayant de documenter tout cela, alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais grâce à des sources et des documents, alors c'est issu parfois de procédures judiciaires, parfois de rapports parlementaires, parfois de membres des services secrets, des services de renseignement ou d'experts qui nous ont permis de comprendre, on a pu tirer un peu 3 lignes de force qui nous ont permis de documenter cette faillite. La première, c'est ce qu'on a appelé une forme de chaos institutionnel. Il faut comprendre qu'en France, il y a 19 services de lutte antiterroriste qui sont parfois englués dans des luttes internes dignes de baronnie, des luttes de pouvoir administratif, parfois terribles, qui communiquent très mal, qui communiquent à ce point très mal qu'on avait créé, il y a déjà plusieurs années de cela, une unité de coordination qui s'appelle l'UCLAT, qui coordonne mal. Du coup, Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, en juin dernier, avait créé un nouvel état-major de coordination qui lui-même ne marche pas. Donc on a un état-major de coordination de l'unité de coordination qui est censé coordonner 19 services qui ne fonctionnent pas. La conséquence de tout cela, c'est qu'il y a une mauvaise diffusion de l'information, c'est qu'il y a des ratés dans l'organisation de la lutte antiterrorisme. La deuxième ligne de force, c'est le mirage de la machine. Et ça, on l'a vu, et ça a été incarné très fort par la loi renseignement après janvier 2015, où on est passé d'un paradigme qui faisait qu'on surveillait le suspect de terrorisme à un autre paradigme qui est la surveillance de masse, où on surveille le plus grand nombre pour voir qui, dans ce panier-là, est susceptible d'être déviant, grâce à la faveur de développement technologique qui, avec des algorithmes qui peuvent provoquer tout un tas d'erreurs techniques, nous font croire que
notre déficit en renseignement humain va nous permettre, grâce à la machine, grâce à l'ordinateur, à être beaucoup plus efficaces. Et ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Que ce soit des experts de la DGSE, de la DGSI, nous l'ont raconté très clairement, que c'est des sortes de boules de cristal on ne peut pas modéliser l'être humain, en quelque sorte. Et le troisième pilier de cette faillite que nous avons identifié, c'est une sorte de défaillance de culture démocratique dans la lutte contre le terrorisme et de la marginalisation du pouvoir judiciaire. Je m'explique, ça peut paraître un peu technique, ça ne l'est pas en réalité. Et c'est le juge Trévidic qui nous a raconté ça et pointé, je crois, ce qui est fondamental, ce qu'il résume d'une question en disant « mais au fond, les services de renseignement ne savent même plus pour qui et pourquoi ils travaillent ». C'est-à-dire qu'ils sont le bras armé du pouvoir exécutif, de l'État, les services secrets, pour les informer, mais jusqu'à preuve du contraire, les seuls dans une démocratie qui peuvent arrêter des gens, les condamner, puis les emprisonner dans la lutte contre le terrorisme, mais pas que, ce sont les juges. Or, les juges sont un peu les dernières roues du carrosse dans la logique d'enquête. C'est-à-dire qu'ils sont saisis à la toute fin par les services de renseignement. Seulement, voilà, en France et en Europe, parce qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme, une preuve judiciaire, une preuve qui naît d'une privation de liberté, par exemple une écoute, doit avoir été récoltée sous l'autorité d'un juge, parce que garante des droits de la défense, parce que garante des contre-pouvoirs, et c'est trop peu le cas dans la lutte antiterroriste. Donc la question de la transformation du renseignement des services secrets en matière judiciaire exploitable pour condamner et arrêter les gens, c'est-à-dire sortir de la seule logique policière, nous ne savons pas le faire et nous ne le faisons pas. Parce qu'il y a plein d'explications, le juge Trévidic nous donne notamment celle-ci, que les services de renseignement et l'État ne veulent pas que le magistrat, notamment le magistrat indépendant instructeur, vienne mettre son nez dans ce qu'est le travail des services de renseignement, qu'on a le droit de critiquer, qu'on doit pouvoir interroger. Donc voilà quel était un peu le panorama qui fait dire à certains experts aujourd'hui, notamment Abou Jafar, de son vrai nom Jacques Ryan, un ancien du contre-terrorisme qui blogue beaucoup sur un site lié au Monde, qui avait parlé de naufrage historique dans la lutte contre le terrorisme. Ce qu'on a cherché à faire, c'est à partir de ces lignes forces qui se dégageaient des différents entretiens que nous avons menés les uns et les autres avec nos sources, c'est d'illustrer ça, parce que dire il y a une faillite ou d'émettre des théories, pour le lecteur, on pourrait se perdre à force. Donc on a essayé de sans cesse, sur chacune des lignes que donnait détaillait Fabrice, d'illustrer par des exemples très concrets pour expliquer que ce qu'on évoque, ce ne sont pas des idées fumeuses avancées par des intellectuels, c'est que ça se concrétise très concrètement sur le terrain. Par exemple, c'est avec ça qu'on a attaqué notre papier, ça va paraître aberrant, mais au lendemain de l'hypercacher, enfin on est mi-janvier 2015, la DGSI est en train de suivre un des complices présumés d'Ahmedi Koulibaly, un homme qui va terminer mis en examen et écroué pour une complicité sur les attentats. Il le file, donc Cazeneuve n'arrête pas de se plaindre de dire ou les pontes des services de renseignement, qu'il faut une vingtaine d'hommes pour suivre quelqu'un, un suspect, et que donc c'est chronophage et qu'on ne peut pas suivre tout le monde. Là, une équipe de la DGSI le suit. Ils vont aller jusqu'à une caserne de la gendarmerie parce que cet homme a des relations sentimentales avec une gendarme, ce qui va aussi faire débat. Mais on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que la DGSI se gare, on ne peut pas rentrer bien sûr dans la caserne, on regarde un petit peu ce qui se passe, et à côté d'eux, ils voient une autre voiture qui est garée avec 3 hommes à l'intérieur, et ils reconnaissent des copains de la DRPP. La DRPP, c'est la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Donc nous avons là 2 services de renseignement, 2 équipes de filature, donc potentiellement 40 hommes s'ils l'ont suivi pendant des jours et des jours, qui ont été mobilisés sur le même objectif, sans le savoir. Ça illustre bien, là c'est une illustration très concrète de ce qu'on racontait au départ, sur le fait que les gens ne se parlent pas, qu'il y a 19 services qui poursuivent le même but, mais de manière désordonnée, et il y a une perte là de moyens et donc d'efficacité. Oui, on voit bien effectivement ce que vous écriviez, l'importance
la structure institutionnelle, mais ça pose quand même une question. C'est vrai que la France, entre 1995 et 2012, ne connaît aucun attentat sur son sol. Et puis Mohamed Merah, puis les attentats de janvier, puis ceux de novembre. Est-ce qu'il faut expliquer ça par des services antiterroristes qui auraient été compétents et seraient devenus incompétents, notamment en raison des problèmes structurels que vous pointez, ou est-ce qu'il faut aussi expliquer ça par une mutation à la fois de la forme et de la force de la menace? Je pense qu'on est dans une matière complexe et la réponse peut puiser dans les deux questionnements. Je pense que les deux parties de la question ne sont pas du tout incompatibles. Ce qu'on a constaté, alors là c'est de manière mais alors absolument unanime, c'est qu'à partir de 2008, et les effets se sont fait sentir après, il y a eu une erreur quasi historique dans la lutte antiterroriste qui a été commise sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est la création de la direction centrale du renseignement intérieur. Vous savez, c'était la fusion de la DST, l'ancien contre-espionnage, qui était surtout un appareil dans les temps anciens de lutte contre le communisme et l'Union soviétique, et les fameux renseignements généraux, pour créer ce que Bernard Quarcini, le premier directeur de la DCRI, qui est devenu depuis DGSI, tout ça est un peu compliqué, mais montre le chaos institutionnel, il avait appelé ça le FBI à la française. En fait de fusion entre la DST et les RG, c'est la DST qui a mangé les RG. Et en dépit des défauts qui ont été très largement chroniqués et documentés, des renseignements... faire l'éloge des RG. Non, mais encore une fois, les RG, tout n'est pas acheté. Les renseignements généraux avaient un ancrage territorial, une connaissance du terrain, un maillage qui était dans la lutte contre le terrorisme, les appréhensions sociétales aussi dans cette lutte-là, qui étaient très précieuses. On l'a perdu. Et il ne faut pas oublier, je laisse la parole à Mathieu, que la première affaire symbolique de la DCRI, c'est l'affaire de Tarnac. On a mobilisé un nombre d'agents absolument considérable pour une fausse affaire de terrorisme, qui est une affaire de droit commun, mais qui n'a rien à voir avec le terrorisme, puisque la juge en charge du dossier a fini par abandonner les qualificatifs de terrorisme. Donc il y a eu cette erreur-là, mais évidemment, il y a aussi une nouvelle forme de menace djihadiste qu'il ne faut pas évidemment nier. Et pour que les gens comprennent bien, sur les renseignements généraux, ça suscite beaucoup de fantasmes. Effectivement, ça a été à une époque une police politique. Effectivement, il y a eu des coups pendables. Effectivement, ils ont fait aussi du renseignement, des fois très qualitatif. Mais c'était aussi et surtout des gens qui allaient se présenter, qui sonnaient. C'est-à-dire, vous créez une association dans votre département qui sonnait à votre porte ou vous téléphonait en disant « Bon, c'est les renseignements généraux, qui êtes-vous? Bon, il y a combien de membres ?» C'est les gens qui allaient appeler quand vous organisiez une manifestation. Donc, il y a un ancrage vraiment local, tout en bas de l'échelle, et qui est primordial. C'est-à-dire que sur ce terrorisme islamiste, qui est très refermé sur lui-même, on a rencontré des agents de la DGSI qui nous disaient, mais concrètement, on n'a plus de renseignements, on n'a plus d'indicateurs. Qui sont les gens qui indiquent à l'heure actuelle, qui balancent des affaires, si j'ose dire, au service de renseignement? C'est les membres de la famille, c'est la petite amie qui vont s'inquiéter, le père, la mère, qui vont s'inquiéter parce que leur fils commence à mener des signes de radicalisation et menace de partir en Syrie ou est parti en Syrie. Des fois, quand ils appellent, c'est déjà trop tard. Alors, ça aide les services de renseignement à avoir une connaissance de ceux qui peuvent être partis et qui se trouvent sur le théâtre des opérations de l'État en Syrie ou en Irak. Mais le problème, c'est que quand ces gens-là reviennent, ça a été le cas là, pour le 13 novembre, pour commettre des attentats, ce n'est pas des gens qui, bien sûr, vont appeler leurs proches pour leur signaler leur retour. Donc, les seuls renseignements humains qu'ont les services de renseignement se tarissent au moment critique, c'est-à-dire quand ils reviennent chez nous. Et en cela, les renseignements généraux permettaient d'avoir un maillage qui allait au-delà du cercle familial. Et ça, c'est quelque chose qui a été perdu. L'État en a pris conscience. Hein. On a recréé un renseignement territorial, pour ne pas appeler ça les renseignements généraux. C'est en train de se remonter, de monter en puissance, mais il va falloir du temps. Il faut aussi que les gens se fassent une culture. La matière
du terrorisme islamiste est complètement différente du terrorisme qu'on a pu connaître il y a 20 ans ou 30 ans. Voilà, ça s'apprend. Et tout ça, on a perdu 4 ou 5 années et on en paye le prix maintenant. Tout ça, mis bout à bout, fait que, pour que les gens qui nous regardent comprennent, que ce soit dans l'affaire des attentats de janvier ou ceux du 13 novembre, certains des auteurs étaient dans les radars des services. Les Kouachi étaient sur écoute encore 5 mois, 6 mois avant de passer à l'acte. Ils étaient surveillés, très surveillés. Que Mostofaï, l'un des kamikazes du Bataclan, nous l'avons raconté dans le journal, était lui aussi, avec sa cellule de Chartres, dans les radars de la DGSI quelques mois avant de passer à l'acte. Et les services ne le retrouveront que dans le Bataclan où 90 personnes vont trouver la mort. Pourquoi ? Comment on peut concevoir que des gens que nous surveillons, que nous suivions, nous en perdions la trace et quand nous les retrouvions, ils tuent ? Bon, c'est parce que tout ce qu'on raconte, il y a une désorganisation et une absence de logique d'enquête. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est un peu comme le hamster dans sa roue. Les services surveillent parce qu'on leur demande de surveiller, parce qu'à un moment donné, il y a telle ou telle priorité. Ils ne trouvent rien, alors ils abandonnent et ne confient rien à l'autorité du juge, à l'autorité judiciaire qui pourrait avoir une vision un peu plus panoptique des priorités et de ce qu'il faudrait faire. Et donc c'est comme ça qu'on crée une espèce de centrale qui peut tourner parfois à vide et rater ses propres objectifs alors qu'on avait des radars qui permettaient de les appréhender. Oui, donc justement sur les Kouachi, Mathieu, vous avez travaillé dessus. Il y a pile un an, ils mettaient la dernière main à leur projet d'attentat contre Charlie Hebdo. Comment est-ce qu'on explique qu'ils aient été arrêtés d'être surveillés ? C'est vraiment pour moi l'illustration la plus flagrante des failles de l'antiterreau parce que, à la limite, sur le 13 novembre, ce sont des gens qui sont radicalisés en très peu de temps, qui sont partis en Syrie. Ce n'étaient pas des très gros pédigrés à la base, et là, l'histoire nous a prouvé le contraire à la fin, mais les Kouachi, là où il y a une vraie faute, c'est que ça fait 10 ans qu'ils sont dans le viseur des services de renseignement. Chérif Kouachi a été arrêté en 2005, il s'apprêtait à partir en Irak. En 2010, on l'arrête de nouveau, où il est en train de préparer l'évasion d'un terroriste responsable des attentats de 95. Kouachi va être innocenté, va obtenir un non-lieu, mais on le retrouve quand même avec des gens en plus d'un autre niveau. On le voit évoluer, on le voit progresser, et on le rate. Pourquoi ça ? Parce qu'effectivement, il y a des informations qui viennent d'abord des Américains, puis des services français aussi, qui travaillent, on ne peut pas le nier, et il ne s'agit pas de dire que s'ils avaient mieux travaillé, ils auraient pu empêcher Charlie Hebdo. On ne peut pas jouer les Madame Irma, c'est pas ça. Simplement, on a le droit de demander à nos services, non pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Et là, ce qui se passe sur les Kouachi, on va avoir des renseignements qui disent que vraisemblablement l'un des deux frères, alors au départ on pense que c'est Saïd, vraisemblablement c'est Chérif, est parti au Yémen, aurait suivi une formation chez ACPA, qui est une des filiales d'Al-Qaïda. Et voilà. Et en 2014, la femme de Salim Ben Ghalem, qui est aujourd'hui un des piliers de l'État islamique et qui est un ami de Chérif Kouachi, rentre de Syrie et dit voilà ce que mon mari m'a raconté. Il était parti au Yémen, c'est aux mêmes dates que l'un des frères Kouachi. Il a été formé, il devait rentrer en France et faire un attentat, faire un maximum de victimes. Ça va alerter bien sûr les services qui ont l'info sur le voyage au Yémen d'un des Kouachi, qui associe 2+2, et donc ils vont les mettre sur surveillance. Mais on est au moment de l'explosion du phénomène syrien, tout le monde s'excite, les politiques, les services de renseignement, et nous-mêmes, on doit le dire, les journalistes, on est obnubilés par le phénomène de l'État islamique, et donc cette histoire avec des vieux de la vieille, et qui en même temps sont méchants sans être trop méchants, on va les brancher. Ils ne parlent pas au téléphone, mais Saïd Kouachi, pendant 10 ans, il n'y a pas une écoute. C'est quelqu'un qui est très discret au téléphone et qui n'a jamais rien dit de compromettant. On les branche et on les branche seulement. On ne fait pas de filature. C'est aussi ce qu'on a expliqué.
C'est-à-dire qu'au moment où on va découvrir la carte d'identité de Saïd Kouachi quelques heures après l'attentat de Charlie Hebdo, la DGSI va mettre 3 fiches de recherche successives, va faire modifier le mandat de recherche parce qu'elle n'a pas les bonnes adresses. Et l'une des adresses, l'exemple fait tout le temps sourire, mais c'est terrible, ça concerne un homonyme à Paris qui est âgé de 81 ans et qui est peut-être même probablement décédé à ce moment-là, parce que quand il casse l'appartement, l'appartement est désert, il n'y a plus d'électricité. Et à un moment, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Et on est moins efficace. Mais face à ça, ce qu'on peut se demander, est-ce que c'est un manque de moyens ou est-ce que c'est un manque de pensée de l'action? Parce que là, récemment, le philosophe italien Giorgio Agamben disait que par définition, le terrorisme, c'est une série de premiers coups. Et que c'est vrai que après, on peut juger après coup ce qu'on a raté. Donc, est-ce que face à quoi on est? Non, mais évidemment, c'est ce que disait Mathieu. Il ne s'agit pas de jouer les arbitres des élégances. Et les coupables, ce sont les terroristes, ce ne sont pas les services de renseignement. En revanche, ce qui est extrêmement dérangeant, je trouve, c'est le refus institutionnel d'avoir un examen critique de notre lutte antiterroriste. Je veux dire, dans d'autres démocraties, on se pose la question, on mène des enquêtes parlementaires qui sont très peu complaisantes, parfois très violentes. Là, le réflexe, c'est de dire, mettre sous le tapis, circuler, il n'y a rien à voir, à droite comme à gauche. Que ce soit Bernard Cazeneuve ou les Républicains disent la même chose. Nos services sont extraordinaires et nous n'avons rien à repenser. Et parce que la raison, si je peux me permettre, est purement politique. C'est-à-dire que la gauche n'a pas envie d'un examen de conscience parce qu'elle est en situation de pouvoir à l'heure actuelle, et que la droite sait bien que si on examine tout ça, on va revenir, c'est ce qu'on disait, à la réforme de 2008, sous l'ère Sarkozy, qui a fait beaucoup de dégâts. Donc personne n'a intérêt à soulever sous le tapis, sauf qu'on est en démocratie, et il ne s'agit pas de demander des têtes, que ce soit le ministre ou les chefs de service, c'est simplement regarder. Moi j'ai vraiment l'impression, on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé lors du 11 septembre du côté des Américains, c'est-à-dire qu'on a vu et on a compris rétrospectivement que les différents services américains avaient quasiment mis bout à bout toutes les informations nécessaires pour stopper le projet d'attentat terroriste mené par les sbires d'Oussama Ben Laden. Mais simplement parce qu'on avait tout misé sur le tout technologique, qu'on faisait quelque chose de l'espionnage de masse, on avait négligé, et ce n'est pas moi qui le dis, ça a été des conclusions de rapport, on avait négligé le renseignement humain, on avait négligé l'analyse. Depuis quelques mois, c'est pas Mediapart qui le dit tout seul dans son coin, c'est des experts, c'est même vous pouvez discuter aussi avec les agents de la DGSI, avec les juges antiterroristes, tout le monde vous dit ça. Il ne s'agit pas de cibler, d'ailleurs on parle beaucoup de la DGSI, mais il y a d'autres services sur lesquels on pourrait parler, il ne s'agit pas de les cibler eux en tant que tels, eux-mêmes sont demandeurs, enfin en tout cas les troupes, d'une amélioration, et eux-mêmes constatent qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'on prend par le mauvais bout. Mais donc concrètement, si on se disait comment on peut améliorer l'antiterrorisme, ça passerait d'abord par une refondation des structures, de son organigramme. Alors, je crois, on n'a pas les solutions magiques, on n'a pas de pensée magique, mais je crois qu'il faut accepter l'idée qu'il faut tout revoir dans la lutte antiterroriste, tout remettre à plat. Les 19 services, le chaos institutionnel. On a raconté, par exemple, pour l'illustrer, encore une fois, par un exemple précis, que la communication se fait tellement mal entre les services, par exemple entre deux des plus connus des services secrets français, la DGSI, on en parlait, donc le renseignement intérieur, et la DGSE, qui est la CIA française, le renseignement extérieur, ça marche tellement mal entre eux que la communication ne se fait plus par les canaux institutionnels, mais à la DGSE, on a développé le concept de relations interpersonnelles entre agents pour être sûr que l'information provenant de la DGSE sera bien exploitée par la DGSI, parce que sinon, on a parfois le sentiment que ça se perd dans la nature, et c'est comme ça qu'on est complètement débordé par sa propre structure, où les services de renseignement sont en quelque sorte des silos indépendants les uns des autres,
où dans la culture française, celui qui analyse est le même que celui qui récolte le renseignement. Donc on n'a pas de vision globale. Dans d'autres pays, en Angleterre par exemple, ça ne se passe pas comme ça. Donc on est encore une fois vraiment dans l'image du hamster dans sa roue qui tourne comme ça sans avancer. Évidemment, c'est une refonte également politique. C'est accepter. Et là, on a l'exemple américain que la surveillance de masse, ça ne fonctionne pas. Pensez que la NSA a quand même des moyens absolument décuplés en termes d'analyse par rapport à la France sur le renseignement électronique. Il n'y arrive pas. Parce que trop de données, c'est l'aiguille, la botte de foin, on se perd. Alors vous imaginez, nous, en France... Oui, c'est la fameuse phrase, on ne va plus chercher l'aiguille dans la botte de foin, on va collecter toute la botte de foin et voir après ce qu'on en fait. En fait, on ne peut pas en faire grand-chose. Trop d'informations tue l'information. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un temps court, c'est-à-dire une urgence, c'est éviter le prochain attentat, et que les solutions, malheureusement, c'est du domaine du temps long, c'est-à-dire refonder, former les nouveaux effectifs, là on est en train de recruter, mais ça va prendre du temps. Infiltrer des réseaux, ça veut dire commencer par le bas, c'est des choses qui vont prendre des années et des années. Peut-être même qu'à l'heure où nous parlons, les germes de ce qui fera le succès des années à venir sont peut-être déjà posés, mais c'est quelque chose dont on ne verra le résultat que dans très longtemps. Et voilà, c'est le souci. On va conclure cette discussion en se mettant à la place d'un lecteur pressé de Mediapart ou voire de quelqu'un qui ne se serait pas encore abonné en dépit de notre offre à 25 € pour 4 mois. C'est qui celui-là? il peut quand même être. Est-ce qu'il ne peut pas être un peu surpris de voir qu'à la fois il y a un article sur la faillite de l'antiterrorisme et par ailleurs il y a des dizaines d'articles sur la loi surveillance, sur les abus de l'état d'urgence, sur l'abus des perquisitions. Est-ce qu'il n'y a pas un moment une forme de contradiction? Mais non, justement, évidemment. C'est bien dit qu'il était pressé, voire il ne s'était pas abonné. Évidemment, c'est la réaction qu'on pourrait avoir en disant mais ils sont pénibles là, à être toujours contre tout à Mediapart. On leur sort une loi renseignement où on dit que ça va améliorer la lutte antiterroriste, ils ne sont pas contents. Il y a les attentats, ils disent que c'est grosso modo la faute des services, ce qu'on dit évidemment absolument pas. La réponse, c'est non. Non seulement il n'y a pas de contradiction, mais c'est même l'inverse. C'est-à-dire que dans cette logique-là, il est important de tenir les deux bouts. C'est-à-dire qu'évidemment, on lutte contre le terrorisme avec les armes de la démocratie. Donc il faut tenir les libertés publiques. Il ne s'agit pas de mettre fin au concept de vie privée ou des droits de la défense et du principe contradictoire. Parce que les pires personnes... Et les terroristes ont le droit à la défense, ont le droit au droit. C'est comme ça que ça fonctionne une démocratie. Donc ça, il faut évidemment se battre contre ces dérives-là. Mais ce que nous décrivons, c'est aussi de l'inefficacité. C'est-à-dire que la loi renseignement, qui ne comporte par exemple aucun article sur la traduction judiciaire du renseignement qu'on va récolter grâce à la surveillance de masse, est vouée à l'inefficacité. On l'a vu avec la NSA. On le voit aujourd'hui avec l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est surtout le signe d'une immense panique institutionnelle qui vise à masquer ce qu'on nous racontant, la faillite de la lutte antiterroriste. Puisque quand même, faisons les comptes, on aime faire du chiffre au gouvernement. Il y a eu plus de 2600 perquisitions administratives. Combien il y a eu d'enquêtes ouvertes à la suite de ces perquisitions par le parquet antiterroriste de Paris qui a compétence nationale? 2, sans garde à vue, 2. Donc c'est parfaitement inefficace. Alors oui, évidemment, on saisit du matériel, des armes qui parfois sont démilitarisées et ne servent pas, qui sont liées au grand banditisme. Évidemment, ça fait du chiffre. Évidemment, ça permet de faire de l'action de droit commun. Mais sur la logique à moyen et long terme dans la lutte antiterroriste, quelle est l'efficacité de ça? En réalité, elle est aucune. Il n'y en a pas, à part éprouver des services de police qui sont sur les genoux et passer son temps, que ce soit avec la loi renseignement, que ce soit avec l'état d'urgence et puis que ce soit avec le nouveau code de procédure pénale que nous prépare le gouvernement, avec cette manie assez insupportable du point de vue démocratique de tout le temps contourner le juge, de tout le temps contourner le judiciaire. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de glissement de l'état de droit à l'état de police. Le problème, c'est que l'état de police pose un des problèmes de liberté publique, nous l'avons dit, et inefficace. Donc, il n'y a aucune contradiction à dire ça. On n'est pas là pour dire, voilà,
tout va mal et on aurait une sorte d'aveuglement par rapport aux enjeux de la lutte antiterroriste. Au-delà de la défense, de la stricte défense de droits fondamentaux, il y a aussi l'aspect très concret. Je vais pas, on l'a déjà commenté, mais encore une fois, c'est que ça soit la loi renseignement, l'état d'urgence, tout ceci, c'est un peu de la poudre aux yeux. On vous a expliqué que ça cernait mal le problème, mais regardez encore, ça fait une semaine que tout le monde s'étripe sur le problème de la déchéance de nationalité. Est-ce que franchement... Alors là, c'est pas parce que vous êtes journaliste à Mediapart que vous faites une transition sur le débat d'après. Non, mais c'est vraiment... Mais, ce que je veux dire, c'est... ce débat très très bien mené. Ce serait génial ce n'est pas ça. Après, bah oui, on exemple. pourrait peut-être inviter Patrick Weill. Ce n'est pas ça qui arrêtera... ce n'est qu'une réponse politique pour rassurer les gens qui sont dans un moment d'émotion fort parce que tout le monde a été traumatisé à juste titre par les attentats du 13 novembre. Mais concrètement, ce n'est pas ça qui va changer la face de la lutte de l'antiterrorisme. Et là où c'est orwellien, c'est que ceux qui pointent les problèmes sont les irresponsables et ceux qui font de la poudre aux yeux politiques sont censés être ceux qui incarnent la responsabilité. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans quelques instants pour discuter de la déchéance de nationalité.